Madame, Monsieur, bienvenue dans InfoSoir Week-end. Voici les titres de votre édition. L'adoption par les conseillers du projet de loi de finances dans son intégralité. La feuille de route budgétaire a été agrémentée d'une quarantaine d'amendements. Il est tombé jusqu'à 70 cm de neige dans le royaume à moins de 3 semaines de l'hiver. Le froid est bien là. Nous avons partagé le quotidien des populations de la province de Tinrir. La place des personnes handicapées dans la société marocaine en cette journée internationale qui leur est dédiée. Nous dresserons un état des lieux en compagnie du militant associatif Idi Rouguindi. Et dans notre rubrique Esprit d'entreprise, Hasna Afounes nous parlera du projet qu'elle mène du côté d'Inzeghanait Melloul. Sa start-up transforme les biodéchets en engrais. L'intégralité du projet de loi de finances a donc été adoptée à une large majorité par la Chambre des conseillers. Le texte a été sensiblement modifié par rapport à sa version initiale. L'un des amendements porte notamment sur l'exonération des téléviseurs 32 pouces de la taxe intérieure de consommation écologique. Reportage Hicham Souni et Oussama Bkhali. En séance plénière ce vendredi, les conseillers ont adopté à la majorité l'intégralité du projet de loi de finances 2022. Un projet qui intervient dans un contexte économique de relance très attendu des Marocains, toutes classes confondues. Le projet de loi de finances prend en considération les classes sociales les plus démunies, ainsi que la classe moyenne. La promotion des fonctionnaires était gelée et allait le rester pendant 3 ans. Fiscalement, le projet de loi de finances 2022 est véritablement disruptif. Exonération de la TVA pour les prêts étudiants, taux unifiés aux importations ou encore protection sociale généralisée, les avis des conseillers restent contrastés. Au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc, nous défendons certaines idées depuis des années et nous avons bien accueilli la décision du chef du gouvernement d'exonérer la TVA pour un montant de 13 milliards de dirhams. Le gouvernement s'est engagé à partir de l'année prochaine à réviser l'impôt sur le revenu. De notre côté, nous avons assuré que notre position en tant qu'organisation syndicale nous pousse à l'abstention. Au total, 64 conseillers ont voté pour, alors que 18 s'y sont opposés et 7 s'y sont abstenus. Lors d'une séance plénière tenue la veille, Nadia Ftahalaoui, ministre de l'économie et des finances, avait assuré que sur les 250 amendements proposés, 39 ont été acceptés. Le Maroc se met progressivement à grelotter à mesure que la vague de froid déferle sur le royaume. Sur les hauteurs notamment, le mercure a largement chuté en dessous de zéro avec l'arrivée des premiers flocons de neige. De quoi rendre encore plus difficile le quotidien des populations, comme ici dans la province de Tinrir. Reportage Nzhab Azizi Mouloudi Zindine, aux commentaires Karim Alaouni. Nous sommes au pied des montagnes du Haut-Atlas. Depuis quelques jours, la neige a bel et bien pris ses quartiers, mais pas seulement. Les gelées nocturnes aussi. Les habitants de la localité de Imder se réveillent difficilement. Les lectures du thermomètre fluctuent localement entre 0 et moins 2 degrés Celsius. Nous sommes touchés de plein fouet par cette vague de froid. Les villageois ont grand besoin de couverture, de vêtements, mais aussi de plusieurs moyens de chauffage. Le climat peut s'avérer extrême dans cette zone montagneuse. Les 5000 paysans de cette province de Tinrir se consacrent principalement à l'activité agricole vivrière, voire aux petits élevages. Chaque matin, la plupart des femmes du village, à l'image de Fatima, s'engagent dans une longue marche sur les chemins rocailleux des montagnes. La collecte du bois est une mission vitale pour se réchauffer. Les conditions sont rudes par ici et comme à l'accoutumée au petit matin, je suis bien obligée de chercher du bois. Le thermomètre n'est pas le seul obstacle à la vie humaine, l'eau aussi se fait très rare dans notre village. Survivre au froid, même chez soi, un combat d'actualité de ceux qui se lèvent tôt, mais rarement au chaud. Face à la précarité énergétique, les 7 villages de la commune restent paralysés par des températures basses, une tendance qui risque malheureusement de s'accentuer en cette période de l'hiver météorologique. Dans cette journée internationale dédiée aux personnes handicapées, la Commission régionale des droits de l'homme de Dakhla Oued Dahab a organisé ce soir une conférence consacrée à leur droit à l'accessibilité. Il a été également question des précautions à prendre vis-à-vis de nos concitoyens en matière de prévention et de sécurité routière. Les accidents de la circulation qui sont par ailleurs l'une des tristes causes de handicap du fait, notamment des lésions corporelles engendrées lors des collisions.
Et dans ce contexte, nous avons choisi de vous raconter le parcours exceptionnel de Jalal Hamiddine. À 41 ans, cet enseignant non-voyant transmet à ses élèves casablancais, en plus de ses cours d'anglais, beaucoup de force et de détermination, des traits de caractère qui lui ont permis de sortir de la précarité. Voyez ce sujet signé Salima Benabou, Jazil Hammari et Ayoub Lekhal. Jamais sa cécité n'a altéré sa détermination. Aveugle de naissance, Jalal enseigne l'anglais auprès de déficients visuels. Cela fait plus de 10 ans qu'il exerce ce métier. Au fil des cours, il y a vu une véritable vocation. Enseigner n'était pas mon premier choix. Finalement, ce métier m'a plu. Vous savez, j'ai la chance de transmettre une langue nouvelle à des personnes malvoyantes ou non d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'aime ce métier. Quelques adaptations pédagogiques sont nécessaires. Le matériel informatique utilisé est équipé de logiciels spécialisés comme des lecteurs d'écran. J'assiste aux cours de Jalal une fois par semaine. L'échange est facilité et j'ai pu améliorer mon niveau d'anglais. L'un de ses tout premiers combats, vivre son handicap et intégrer l'université. Il parvient à ses 18 ans à suivre une licence en anglais qu'il obtient en 2003. Une vraie leçon de vie pour ses proches. Jalal est aujourd'hui un papa accompli. J'avais peur du mariage en tant que tel. Alors épouser un non-voyant, je me suis dit au départ, je devrais m'occuper de trop de choses à la fois. Eh bien, c'est tout l'inverse qui s'est produit à ses côtés. Il me facilite la vie au quotidien. Plus récemment, Jalal a été repéré par un cabinet de conseil et de formation. Il dispense des cours de PNL, programmation neurolinguistique, aux salariés d'entreprises qui souhaitent stimuler leur créativité ou gagner en confiance. Et à ce propos, nous accueillons à nos côtés Idir Ouguindi. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes membre de la plateforme marocaine pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Et en tant qu'enseignant, par ailleurs, quel regard vous portez sur le parcours de Jalal Hamiddine? Merci beaucoup, Siwadir. C'est un exploit, c'est une expérience assez émouvante et ça montre aussi que quand on a de l'accompagnement, quand on a de l'accessibilité, quand on a de l'effectivité des droits, les personnes en situation de handicap n'ont rien à envier aux autres personnes. Il suffit tout simplement de leur faciliter l'accès à l'effectivité de leurs droits. Et on voit que sa femme a eu peur et au contraire, c'est lui qui est en train de lui faciliter la vie. Donc ça montre tout simplement qu'il faut nous traiter comme des personnes à part entière. Alors justement, l'éducation, c'est l'un des enjeux majeurs pour l'autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap. De quelle manière est-ce que la situation du Covid que l'on traverse actuellement depuis 2020 a influé et impacté l'accès à l'éducation pour les personnes handicapées? Je confirme absolument que le droit à l'éducation et l'éducation est un vecteur d'inclusion des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. Alors malheureusement, la Covid a beaucoup affecté l'accès à l'éducation. Quand il y avait l'arrêt et le confinement, donc les personnes en situation de handicap et surtout les enfants en situation de handicap étaient les premiers à souffrir de ce confinement. D'un côté parce que généralement ils sont issus de familles pauvres, plus de 80% de personnes en situation de handicap au Maroc sont dans une situation de pauvreté, ce qui fait que même l'enseignement à distance, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des smartphones, de payer les connexions Internet et en même temps les enseignants et les enseignantes et les éducateurs et éducatrices qui les accompagnaient n'avaient pas assez de formation pour qu'on puisse permettre justement à ces personnes de continuer comme leurs confrères leur éducation dans de meilleures conditions. Alors autre défi pour les personnes en situation de handicap, c'est l'étape suivante, l'accès à l'emploi. Est-ce que finalement, au lieu de tergiverser à chaque fois sur cette question-là, il ne faudrait pas instaurer des quotas obligatoires dans le public comme dans le privé? Absolument. C'est-à-dire quand on a un handicap mental ou physique, quand on n'a pas accès à une prise en charge au niveau de la santé et quand on n'a par la suite pas accès total à l'éducation et à la formation professionnelle, on arrive sur le marché du travail avec énormément de handicaps en plus de la déficience qu'on a. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap il est de 4 à 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc automatiquement, il faut qu'il y ait des mesures concrètes de la part des autorités publiques. Si on parle du privé, au jour d'aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas d'obligation
pour les entreprises privées d'employer des personnes en situation de handicap. Donc l'article 14, 15 et 16 de la loi cadre 97-13 parle tout simplement de partenariat public-privé pour justement permettre aux personnes en situation de handicap d'être employées. Mais aujourd'hui, on attend toujours l'application. Alors, sachant qu'il y a des mesures qui ne demandent pas assez de moyens financiers pour justement nous permettre d'accéder à l'emploi. Alors, de notre côté, c'est l'accès à la formation, mais en même temps, il y a des mesures qui sont faites dans d'autres pays. Instaurer tout simplement pour les entreprises qui travaillent au niveau du marché public, à offre financière et technique égale, quand vous employez des personnes en situation de handicap, vous avez des points en plus. Et les entreprises, d'après mon expérience humble qu'elle soit, les entreprises sont dans la demande. Elles demandent tout simplement d'être accompagnées pour former leur personnel et leur top management à la cause du handicap, être accompagnées pour réaliser des travaux d'accessibilité pour justement faciliter l'accès à l'emploi. Et les expériences ont démontré quand des entreprises emploient des personnes en situation de handicap, il y a une amélioration du chiffre d'affaires, amélioration du climat social, amélioration de productivité au sein de l'entreprise. Donc c'est plus un profit qu'un coût et ça permet de casser la stigmatisation justement. Justement, cette stigmatisation en un mot, est-ce qu'elle est toujours persistante au regard de toutes les campagnes, des nombreuses campagnes qui sont menées régulièrement, que ce soit à l'occasion de la Journée internationale ou le reste de l'année, pour changer le regard de la société? Alors, sur je les dirais que ces campagnes de sensibilisation et surtout la présence de pas mal de personnes en situation de handicap au niveau des médias a permis d'améliorer un peu l'image et de casser ces stéréotypes. Mais malheureusement, on a encore cette approche de charité, on a encore cette approche de mesquine, alors que normalement, si on nous permet tout simplement d'exercer notre vie d'une façon normale et normalisée, je pense qu'on a encore des efforts à faire au niveau des campagnes de sensibilisation. D'ailleurs, ça nous a été rapproché par la Commission des droits humain à Genève, quand le Maroc a présenté son rapport en 2017. Il faut encore faire d'efforts, il faut innover, il faut être créatif aussi au niveau des campagnes de sensibilisation. Merci beaucoup Idir Ouguindi, membre de la plateforme marocaine pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'InfoSoir Week-end. Jetons un œil maintenant sur la situation épidémiologique. Dans le Royaume, 151 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été recensés en 24 heures. Dans le même temps, 172 personnes se sont débarrassées de la maladie. Enfin, 2 morts sont malheureusement à déplorer. Et sur le terrain de la vaccination, l'administration de la 3e dose continue à gagner du terrain avec près de 1,8 million de bénéficiaires à l'heure qu'il est, à l'instar de ces patients venus se faire traiter dans ce centre de santé de la capitale de l'Oriental. Le récit de Mamadou Diaye sur un reportage d'Oussama Ofreri Younes Nasseri. Le combat continue sur le terrain de la vaccination contre le Covid-19 ici à Oujda. De plus en plus de personnes se rendent compte de l'importance de la dose de rappel. Je suis venue pour la 3e dose. On nous a expliqué qu'elle était importante. Et j'en appelle à tous à faire de même. J'espère que les citoyens vont se mobiliser pour se faire vacciner. Renforcer son système immunitaire face à l'infection au Covid-19, éviter les formes graves de la maladie ou pouvoir profiter d'une vie presque normale, autant de raisons qui motivent les bénéficiaires à se faire vacciner. Toutes les études ont montré que la plupart des décès et des cas critiques sont recensés parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées ou qui ont dépassé les 6 mois après la dernière dose. D'où l'importance de cette 3e dose qui protège les citoyens et participe à renforcer les défenses immunitaires afin d'éviter des cas graves pouvant conduire au décès. Pour rappel, être vacciné ne dispense pas pour autant du respect des gestes barrières, des mesures encore plus actuelles dans un contexte marqué par la menace permanente de l'apparition de variants du coronavirus. Et ce variant, on apprend ce soir qu'il a été détecté en Tunisie. Un premier cas de variant Omicron a été relevé dans le pays. C'est ce que fait savoir le ministère tunisien de la Santé. Face au Covid dans la région espagnole de Catalogne, cette fois, le pass sanitaire est devenu obligatoire. Sans cela, impossible de fréquenter les lieux publics. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté par Géziel Hammari.
Hôtels, salles de sport, restaurants, tous les clients à Barcelone sont désormais obligés de présenter un pass sanitaire pour y accéder. Alors qu'une nouvelle vague pointe le bout de son nez en Espagne, malgré un fort taux de vaccination, la mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Un document dont la mise en application prévue le 26 novembre a été retardée à cause d'un problème technique. Le variant Omicron semble donner du fil à retordre également au comité d'organisation des JO de Pékin. La nouvelle souche rendrait difficile la tenue de l'événement malgré des mesures strictes pour les 2900 athlètes attendus. Ils devront être soit vaccinés, soit se soumettre à une quarantaine de 21 jours à leur arrivée et réaliseront tous des tests de dépistage quotidiens. Un épais brouillard enveloppe New Delhi depuis plusieurs jours. Il y a 2 semaines, les autorités de la capitale indienne ont décidé de fermer les écoles durant 7 jours. Un dispositif qui a à nouveau été adopté. Peuplée de 20 millions d'habitants, la ville est la plus polluée au monde selon une récente étude. C'est au cœur de la Méditerranée à Chypre que le pape poursuit sa visite ce vendredi. Il y a célébré une grande messe devant 7000 personnes au stade municipal de Nicosie, un moment durant lequel il a renouvelé son appel à la fraternité et à rester toujours unis. Lors de ce voyage, le souverain pontife souhaite aborder le dossier des migrations, enjeu majeur dans la région. Un mot de coopération bilatérale avec la Suisse qui a réitéré aujourd'hui son soutien aux efforts sérieux et crédibles du Maroc visant une solution politique basée sur le compromis à la question du Sahara marocain, tout en affirmant avoir pris note dans ce sens de l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume. C'est ce qui ressort de la déclaration conjointe rendue publique à l'issue de la visite effectuée à Berne par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les 2 pays envisagent aussi de développer des actions conjointes envers l'Afrique. On se lève et on échange ceci. Vous êtes bien dans InfoSoir Weekend, ne zappez surtout pas. Dans un instant, vous saurez tout sur les premières recherches archéologiques menées dans la province de Tata par une équipe maroco-israélienne. Nous serons avec son leader, le professeur Sarir Mabrouk. Et puis nous parlerons de modernité et de progrès dans le Maroc d'aujourd'hui en compagnie de Abdessamad Mouhiddine à travers l'ouvrage qu'il a signé autour de ces sujets. Et tout de suite, dans notre rubrique Esprit d'entreprise, nous avons choisi de mettre en lumière ce projet développé du côté d'Inzegen, Eit Melloul, par des jeunes de la région. Ils ont eu la bonne idée de recycler les déchets alimentaires en utilisant des larves. Une fois digérées par ces petites bestioles à l'appétit gargantuesque, ils sont transformés en engrais ou en complément pour l'alimentation animale. Une démarche écologique et durable promise à un bel avenir qui permet en plus de limiter considérablement la pollution et le gaspillage. Et direction Agadir où nous retrouvons en direct et en duplex Hasna Afounès. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes la fondatrice de cette start-up écolo. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce projet autour du recyclage des biodéchets ? Alors, est-ce que vous m'entendez, Hasna ? On a a priori un petit problème de son. Qu'est-ce qui vous a poussé, Hasna, à vous orienter vers ce projet ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Ouadir. Alors, ce qui m'a poussé à développer ce projet, c'est ce qu'on a constaté lors du confinement et spécialement lors du mois sacré de Ramadan 2020, que les poubelles sont toujours pleines de déchets, et surtout les déchets organiques, car le plastique et le carton sont collectés par les chiffonniers. Donc on a pensé à un moyen naturel et écologique pour transformer le gaspillage alimentaire en une source de protéines écologiques et durables. Quels sont les avantages de ces vers ou ces larves que vous utilisez dans le cadre de ce processus et procédé de recyclage ? Les larves de la mouche soldat noir présentent plusieurs avantages. Les larves sont riches en protéines et lipides qu'on peut utiliser comme alimentation des avicoles et piscicoles, comme alternative de farine de poisson et la farine de soja, qui causent la déforestation et la surpêche. Les résidus qui sont les déjections d'insectes sont utilisés comme la biofertilisant en maraîchage biologique ou conventionnel. L'insecte soi-même, il n'est pas vecteur de maladie, il ne pique pas. Le stade d'adulte est dédié à l'accouplement.
dernièrement. C'est très important, c'est l'impact environnemental de cette bioconversion car il met moins de 90% des gaz à effet de serre par rapport des méthodes de compostage. C'est un modèle d'économie circulaire qui est durable à notre société. Avant d'oublier une autre chose, c'est que ce domaine d'activité appartient au métier vert qui va permettre la création de l'emploi pour les chiffonniers qui vivent dans l'informel. Et justement, comment est-ce que vous entendez procéder à la commercialisation de ce dispositif ? Comme toute activité innovatrice, on a des problèmes pour pénétrer le marché marocain. Heureusement, on est incubé dans plusieurs écosystèmes marocains dédiés aux startups et qui nous aident à développer notre activité. Nous avons pu soulever des subventions via le programme Innovidia de la CCG et nous espérons collaborer avec les autorités municipales de la région Souss-Messa pour passer à l'étape industrielle. Et ça va nous permettre de valoriser le grand gisement et des déchets organiques, malheureusement qui jettent dans la décharge qui cause plusieurs problèmes environnementaux. Merci beaucoup Hasna Afounas, fondatrice de cette start-up qui transforme donc les biodéchets en engrais et aliments pour animaux. Innovation toujours dans les New Tech cette fois. Une équipe d'ingénieurs de l'université américaine de Stanford a doté des drones de pattes similaires à celles des rapaces. Ces pinces robotiques articulées transforment ainsi ces appareils volants en véritables oiseaux. Ils peuvent se poser n'importe où, notamment sur une branche par le biais de cette structure fabriquée grâce à une imprimante 3D. Le drone n'a besoin que de 20 millisecondes pour s'accrocher et c'est ensuite un algorithme qui prend le relais pour garder le dispositif en équilibre. Enfin, il peut même attraper des objets en plein vol. Du tech toujours avec l'univers du e-sport qui est en train de se développer dans le royaume. Cette semaine a vu le jour la première ligue 100% marocaine qui met aux prises plus de 2000 joueurs du royaume jusqu'au mois de mars prochain. À la clé pour les vainqueurs, un joli pactole de 170 000 dirhams à se partager. Et preuve que le secteur est en train de prendre de l'ampleur, toute une émission en 2 volets vient d'être dédiée par Forbes au e-sport national. Alors voilà, si vous avez envie d'en savoir plus et de savoir un petit peu comment tout cela fonctionne, eh bien vous êtes au bon endroit, vous le voyez autour de moi, énormément de jeunes qui pratiquent, qui s'entraînent. Et nous retrouvons justement en direct et en duplex de Paris l'experte en e-sport AFF Aboudoulama. Bonsoir et bienvenue. Vous produisez cette émission sport et e-sport pour Forbes. Le dernier numéro mis en ligne cette semaine a donc été tourné au Maroc. Au-delà de vos origines, qu'est-ce qui vous a mené dans le royaume ? Oui, bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis venue au Maroc pour mettre un véritable coup de projecteur sur cet écosystème de l'e-sport qui se développe de façon fulgurante, alors que ce soit au Maroc et également sur le continent africain. Et l'idée dans Sport et Sport Business, c'est de montrer qu'il y a des acteurs sur place, des professionnels, et de les mettre en lumière auprès de l'audience française de Forbes. Voilà, c'était vraiment un vrai coup de projecteur et leur donner un petit peu de visibilité et leur permettre d'ailleurs de pouvoir expliquer à tout cet écosystème à l'international ce qu'on est capable de faire au Maroc. Voilà. On parle de 3 millions de gamers marocains actifs. Ouais. Comment se positionne le royaume sur la scène mondiale du e-sport à votre connaissance ? Alors, à ma connaissance, le Maroc est un pays extrêmement actif depuis très longtemps pour des raisons qui sont des raisons aussi de culture, du gaming et du jeu vidéo, mais aussi grâce aux infrastructures. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir pratiquer la compétition e-sportive ou autre gaming, il faut quand même avoir une bonne connectivité. Et c'est vrai que le royaume marocain a mis les moyens. Donc, on a de très beaux opérateurs téléphoniques, des connexions stables. Et ça, c'est plus que important pour pouvoir développer la partie e-sportive. Et le Maroc accueille depuis plusieurs années une compétition presque internationale puisqu'elle regroupe aussi la partie MENA qui est l'ESWC Afrique et ce qui prouve qu'en fait aujourd'hui voilà, les choses se passent aussi sur le continent et que le Maroc est à la pointe à ce niveau-là.
Et quel est le potentiel J'étais de ravie de développement voir, ouais. du e-sport au Maroc? Comment est-ce que ça pourrait se traduire dans les faits concrètement? Alors concrètement, comme le dit mon ami qui est pour moi l'expert numéro un de l'e-sport en Afrique, Désiré Koussao, c'est l'investissement. Donc il faut investir massivement pour aider les équipes à pouvoir se professionnaliser. Et cet investissement, il passe par du sponsoring, des partenariats, par beaucoup plus de visibilité à l'international. Donc plus vous aurez de marques qui vont... Alors, pas que des marques endémiques, hein, je ne parle pas que des constructeurs de PC ou autres, ou des opérateurs téléphoniques, mais des marques qui vont vouloir aller toucher cette audience marocaine et de venir investir massivement. Donc, l'investissement va amener de nouvelles structures, même si au Maroc, là, franchement, on était vraiment ravis d'être accueillis à Casablanca avec une structure vraiment à la pointe, mais il y en a plein d'autres qui sont en train de se développer, mais il faut investir massivement pour accompagner ces jeunes joueurs. Vous voyez, c'est comme dans le sport, à pouvoir se perfectionner et avoir aussi des connexions qui leur permettent de pouvoir affronter des équipes dans le monde entier. Mais on est sur la bonne voie, mais il faut continuer à insister sur l'investissement. Et j'entendais juste avant votre interlocuteur, la beauté de l'e-sport aussi, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de problème de langue, mais il n'y a pas de problème aussi de personnes en situation, alors pas sur tous les jeux évidemment, mais de handicap, ce qui permet de pouvoir s'affronter sans qu'il y ait de discrimination. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gamers sont extrêmement actifs au Maroc, très connectés, très, comment dire... Oui, très voulant, engagé effectivement vraiment se montrer. au Voilà, niveau des jeux vidéo et de la confrontation avec d'autres exactement. équipes Avec internationales. d'autres équipes. Absolument. Voilà, et il faut savoir qu'on Merci beaucoup. Voilà. Merci à Je vous remercie beaucoup. À pour très votre bientôt. enthousiasme. Afef Aboudoulama, productrice de sport et e-sport, tournée récemment au Maroc, est disponible sur le site de Forbes France. Si je ne m'abuse, d'ailleurs, le deuxième volet va être diffusé lundi prochain. À présent, intéressons-nous à cette opération inédite en matière de recherche archéologique au Maroc. Pour la première fois, une équipe maroco-israélienne a réalisé des fouilles communes. Elles se sont déroulées il y a quelques jours au niveau de la synagogue d'Aguerd dans la commune de Tamanert. Une opération menée avec le soutien du ministre de la Culture, Mehdi Ben Saïd, et qui a permis de mettre la main sur des objets et des documents exceptionnels. Dans le même temps, un chantier de restauration a été lancé au profit de l'édifice religieux qui tombait en ruine. Et direction Rabat, où l'on retrouve en direct et en duplex celui qui a dirigé l'équipe d'archéologues dans la province de Tata, professeur Sarer Mabrouk. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui vous a conduit vers la synagogue d'Aguerd? Qu'a-t-elle de si spécifique? Bonsoir Monsieur Wadir et merci pour l'invitation, aussi pour l'intérêt que vous portez à ce projet et à ce sujet aussi sur le patrimoine judéo-marocain. C'est dans l'esprit de coopération culturelle et scientifique et au désir aussi de voir se développer une coopération scientifique dans le domaine de l'archéologie et de l'anthropologie et aussi de la conservation et de la mise en valeur des patrimoines judéo-marocains, qu'un accord a été établi entre l'Institut national des sciences de l'archéologie et des patrimoines de Rabat et l'Université de Ben Gurion de Negev en Israël. Alors cette coopération avait des objectifs. Alors justement, dans le cadre de ces fouilles, professeur, qu'est-ce que vous avez découvert sur ce site, au demeurant exceptionnel, et qu'est-ce qu'il a de si particulier? Voilà ce que le résultat de cette campagne de fouilles préventives était vraiment impressionnant. Nous avons découvert des milliers de fragments des manuscrits en hébreu. Et nous avons découvert aussi des objets archéologiques très intéressants de grande valeur. Nous avons aussi dégagé aussi la niche sacrée de la synagogue qui renfermait des objets et des livres
de Torah, et qu'on les a trouvés enfouis sous les décombres à l'intérieur de la synagogue. Comment est-ce que vous allez œuvrer à l'avenir avec vos collègues israéliens en vue de la réalisation peut-être de nouvelles recherches sur ce site ou vers d'autres sites? Bien sûr, c'est un projet ambitieux, parce que c'est que le début des recherches archéologiques sur le patrimoine judéo-marocain au niveau archéologique et anthropologique. Nous allons travailler sur le site parce que le sud marocain renferme tellement un patrimoine judéo-marocain riche et diversifié au niveau de l'architecture religieuse, au niveau aussi de l'architecture aussi commerciale, au niveau aussi de l'architecture aussi domestique. Mais notre projet aussi est ambitieux d'aller aussi faire des recherches dans d'autres régions marocaines, comme le cas du Maroc oriental, où subsistent encore des vestiges et des sites judéo-marocains, comme le cas de Dbdo par exemple, ou le cas de Figuig. Merci beaucoup, professeur Sarer Mabrouk. Je précise que vous êtes également enseignant à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous faire part de cette exploration inédite. Le livre de cette semaine est signé Abd Samad Mouhiddine. Dans Le Maroc et sa modernité, contraintes, vices et vertus, l'anthropologue explore les univers juridiques, sociologiques et historiques pour planter les jalons de l'évolution du royaume. L'ouvrage soulève de nombreuses interrogations et fustige différentes anomalies auxquelles l'auteur tente de répondre. Il propose aussi une vision rédigée avant la crise sanitaire actuelle et qui, dans le contexte du Covid, prend une toute autre dimension. Livre que voici et Abd Samad Mouhiddine que l'on retrouve tout de suite en direct et en duplex de Paris. Bonsoir et bienvenue. Dans votre ouvrage, vous confrontez le Maroc à sa quête de modernité. Qu'est-ce qui rend à vos yeux ce processus irréversible? Bonsoir Siwadi, merci pour l'invitation. Vous savez, cette problématique de la modernité est coupable de mon insomnie depuis de longues décennies. Cette même problématique a été présente dans au moins 3 de mes livres. La fin des certitudes, 1982, Islam-Occident, 2 imaginaires de l'adversité, 1995, et puis ce livre consacré entièrement à la modernité marocaine. Et j'ai bien j'ai fait sciemment de l'appeler le Maroc et sa modernité. Alors, le Maroc est condamné, en fait, à cette modernité parce que, de par sa situation géographique, il est à 10 km à vol d'oiseau de l'Europe, mais il est également enraciné en Afrique. Alors, le pays peut se targuer, s'il peut se targuer d'une longue histoire, c'est le plus vieil État-nation du monde arabe, et il porte un certain nombre de valeurs qui sont parfaitement accommodables à la modernité telle qu'entendue par toutes les nations démocratiques. Alors justement, comment est-ce que le nouveau modèle de développement qui a été initié par le Royaume peut contribuer à ce processus de modernité? Contribuer ce modèle de développement qui a été dessiné, esquissé après l'écoute d'un certain nombre d'un nombreux Marocains, il est absolument compatible, c'est un outil de choix pour justement aller résolument vers cette modernité. Alors, je souhaiterais tout simplement apporter une précision. Modernité n'est pas modernisme. Le modernisme campe pont, port, aéroport, etc., gratte-ciel et compagnie, tandis que la modernité, c'est un tronc commun de valeurs admises par l'ensemble des États démocratiques, c'est-à-dire l'État de droit, l'égalité homme-femme, et j'en pense. Donc, pour qu'il y ait un vivre ensemble où les intérêts
particulier s'accommode avec l'intérêt général et ce projet magnifique de nouveaux modèles de développement va vraiment consolider cette quête de modernité marocaine. Alors, si on devait résumer votre pensée, est-ce qu'on pourrait dire finalement que votre thèse, elle se définit en trois notions: éducation, citoyenneté et proximité? Tout à fait, vous avez parfaitement compris le contenu de ce livre. Et puis, moi, en fait, ce qui m'interpelle, en fait, c'est comment le Maroc peut-il marier un certain nombre de ses valeurs ancestrales avec les agrégats de la modernité, à savoir les valeurs ancestrales marocaines que sont le sens du sacré, le respect des anciens, la solidarité, notamment familiale, avec l'état de droit, avec l'égalité homme-femme, etc. Et donc, effectivement, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental pour construire cette citoyenneté qui est si nécessaire à l'élaboration de l'état de droit. Merci beaucoup Abdessamad Mouhiddine, l'auteur de Le Maroc et sa modernité, contraintes, vices et vertus, à lire, plein d'instructions et on apprend énormément de choses. Et on termine avec ces images pour le moins insolites, celle du Père Noël qui n'est pas passé par la cheminée mais qui a plongé dans un aquarium dans la capitale sud-coréenne. À 20 jours du réveillon, il s'est amusé à nourrir les poissons sous le regard ébahi des visiteurs. Un spectacle, vous le voyez, qui a ravi les petits et les grands, qu'ils aient ou non été sages pendant l'année. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce vendredi 3 décembre. L'adoption à une large majorité du projet de loi de finances dans son intégralité par la Chambre des conseillers. La feuille de route budgétaire a été agrémentée d'une 40aine d'amendements. Dans un instant, Econews suivi de Code du Sport et d'El Masaïa présenté par Rahma El-Hennaoui. Juste après, ne manquez pas le show de Rachid Al-Allali. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.